quelques mots, bonjour à toutes et à tous, quelques mots selon l'usage pour vous souhaiter la bienvenue avec notre partenaire du Centre culturel Leclerc. Donc je ne sais pas de quelle édition il s'agit, enfin en tout cas c'est une édition heureuse puisqu'on a la chance et le plaisir d'accueillir Frédéric Vitou, qu'on ne présente plus, dont la plume est une plume de grande qualité. Alors, évidemment, toutes les plumes qui siègent à l'Académie française sont des plumes de grande qualité, naturellement, mais la sienne est vraiment une très belle écriture, très maîtrisée, notamment l'un des ouvrages qui sont présentés là témoigne beaucoup de cette manière de picorer à travers des souvenirs avec un très grand talent. Et tout ça, bien sûr, c'est Olivier Monique qui nous dira tout à l'heure et qui expurgera de la conscience de Frédéric Vitou plein de choses qu'il n'avait pas l'intention de nous dire, et c'est ça qui va faire notre plaisir. En tout cas, nous sommes très heureux d'accueillir ici à Saint-Médard pour ces Xème conversations au carré, en tout cas la 5e saison de ces conversations, qu'on espère continuer encore très longtemps. Voilà. Merci donc à tous d'être là, et je passe la parole à ma partenaire des Centre Leclerc qui va vous dire le plaisir qui est le sien de vous accueillir ici. Bonsoir, toujours contente de voir autant de monde ce soir. J'ai préparé mon discours, j'en suis désolée. Donc nous sommes nous aussi ravis de recevoir Frédéric Vitou et nous pensons qu'il va immortaliser notre soirée. Voilà. Merci. Oui, en effet, je crois que c'est en février, donc on a eu en 36e conversation au carré, première immortelle. Il était temps que ça arrive. Donc, merci infiniment à Frédéric Vitou d'avoir répondu à notre invitation. Un merci que je sais collectif avec tous ceux grâce à qui ces conversations peuvent avoir lieu et ont lieu, au premier rang desquels, bien entendu, la mairie de Saint-Médard-en-Jalles et en premier lieu son maire, également la médiathèque de Saint-Médard-en-Jalles, sa directrice Evelyne Guéraud, le Centre culturel Leclerc qui est notre partenaire le plus fidèle. Ça fait longtemps, vraiment, pour être honnête, que Frédéric Vitou, je vous avais dans le viseur de nos invités possibles, et je profite donc de la sortie récente, très récente finalement, il y a 8 jours je crois, de votre dernier livre, dont nous allons assez longuement parler, mais on ne va pas parler que de celui-là, on va parler de votre œuvre, on va parler de votre rapport à la lecture aussi, et de tout un tas de choses, votre vie, le cinéma. Donc ce livre qui vient de sortir s'intitule « Longtemps, j'ai donné raison à Ginger Rogers ». Ginger Rogers, c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle a été mariée avec un acteur basque qui a fait carrière à Hollywood, qui s'appelait Jacques Bergerac, sur lequel le regretté Denis Lalanne a écrit un très beau livre il n'y a pas très longtemps. Voilà. Pas sur Ginger Rogers, hein, sur Jacques Bergerac. Voilà. Et qui n'est pas, contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, un livre de cinéma ou une biographie de star hollywoodienne, en aucun cas. Autorisez-moi, une fois pas forcément coutume, mais parfois coutume quand même, autorisez-moi une anecdote personnelle. Moi, je ne connaissais pas Frédéric Vitou, pas plus d'ailleurs que la majorité de la littérature française ou étrangère contemporaine. J'étais un très jeune homme, pardon si je vous donne un coup de vieux à cette occasion, lorsque une personne qui était à l'époque le conservateur régional du patrimoine en Aquitaine, que j'ai beaucoup aimé et que je regrette beaucoup, qui s'appelait Jean-Claude Lasserre, m'a mis entre les mains un très 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 fin livre, qui devait faire 80 pages ou quelque chose comme ça. Comment ? À peine. En me disant, je viens de lire ça, c'est un joyau, c'est peut-être le plus beau livre que j'ai lu sur l'amitié entre deux hommes, et je vous en offre un exemplaire. À l'époque, c'était chez Actes Sud, c'est un livre qui s'appelle, qui est là, qui a été réédité aux excellentes éditions des Équateurs, il y a 2 ans, je crois maintenant, 2-3 ans, et qui s'appelle « Il me semble désormais que Roger est en Italie ».
récit de votre amitié avec quelqu'un qui a été un critique de cinéma important dans les années 60, on va dire, qui s'appelait Roger Tailleur et qui a disparu assez prématurément, somme toute. Et effectivement, ce livre m'a totalement bouleversé, et ce tout petit livre m'a amené peu à peu, année après année, non seulement à rattraper mon retard sur ce que vous aviez déjà pu publier, mais aussi à vous suivre avec, je crois, une certaine forme de fidélité. Alors je suis d'autant plus heureux de vous recevoir que je ne suis pas, comme je vous le disais au téléphone il y a quelque temps, un exégète absolu de votre œuvre. Je n'en ai pas tout lu, j'en ai lu beaucoup, je crois, et je trouve que le livre que vous nous offrez aujourd'hui, Longtemps j'ai donné raison à Ginger Rogers, est un de vos plus beaux livres. Commençons donc, si vous le voulez bien, par la fin, c'est-à-dire par celui-ci, en vous remerciant à nouveau d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Et commençons en même temps par le commencement, par son titre. J'aimerais bien que vous m'en disiez deux mots, histoire de tout de suite dissiper tout éventuel malentendu. Qu'est-ce que c'est que ce titre, Longtemps j'ai donné raison à Ginger Rogers, en rappelant peut-être qu'elle était une Ginger Rogers. Ginger Rogers, pour ceux qui l'ignorent, a été une grande star du cinéma américain, disons du milieu des années 30 jusqu'à la fin des années 40, et surtout une danseuse éblouissante qui a été la partenaire privilégiée de Fred Astaire. Et les comédies musicales de Fred Astaire et Ginger Rogers ont enchanté l'Amérique et aussi le monde entier vers la fin des années 30. Si bien, d'ailleurs, c'est une anecdote assez amusante, enfin assez amusante si l'on peut dire, c'est que lorsque, en 1941, ou c'est 41, 42, là j'ai un trou de mémoire horrible d'histoire, on a annoncé la rupture du couple, enfin ce n'était pas un couple d'amants, c'était un couple professionnel. Ça a été un drame en Amérique, et le même jour on a annoncé le bombardement de Pearl Harbor par l'aviation japonaise, et on ne sait pas ce qui a le plus traumatisé à l'époque l'Amérique, si c'était l'annonce d'une guerre à venir entre l'Amérique et le Japon, et partant entre l'Amérique et les forces alliées, et l'Allemagne nazie, ou le divorce de Ginger Rogers. Alors pourquoi ce titre? Simplement parce que ce livre que je viens de publier, il est à peine en librairie depuis même pas une semaine, je crois, et pour la première fois de ma vie, un livre écrit sans détour et sans masque, où je livre des réminiscences ou des fragments de ma vie et de mes années de formation de jeunesse et d'adolescent. J'avais bien sûr indirectement abordé des thèmes personnels dans mes précédents livres, mais là, il n'y a pas de prétexte indirect pour revenir vers moi, si je puis dire. J'ai tenté d'écrire au plus près de moi, avec des thèmes que l'on va peut-être évoquer avec Olivier s'il le souhaite. Et dans les différents thèmes que j'ai évoqués, dans une forme de désordre, parce que je crois qu'on ne peut pas raconter sa vie de manière linéaire. Ou alors si on raconte le récit de sa vie, de son enfance, on la reconstitue. On réenjolive ou on noircit, peu importe les traits. Il y a après tout deux des plus grands livres de la littérature française sont des livres de récits autobiographiques, mais c'est complètement réinventé. Si on prend les Mémoires d'Outre-Tombe, par exemple, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française, la plus belle langue jamais écrite, peut-être par un écrivain français, c'est totalement reconstitué pour la gloire et l'amour propre de celui qui l'écrit, et c'est très bien. Ou si on prend dans le contraire Mort à crédit de Céline, qui est le récit de l'enfance de cet écrivain, c'est complètement noirci, catastrophique, ça ne correspond à rien, évidemment, à l'enfance du jeune écrivain qui allait devenir l'écrivain Céline. Donc j'ai laissé venir à moi, de manière curieuse, des souvenirs et des réminiscences et des thèmes, dans un désordre qui était celui de mes souvenirs, avec la part en avouant la part de fragilité du souvenir. Voilà. Et alors, dans ces évocations familiales, il y a une chose qui m'a marqué dans ma vie. Mes parents ont eu, après la guerre, des difficultés d'argent, et ma mère, qui était d'un milieu de la petite bourgeoisie, on dirait, tenait à afficher un rente social
qu'elle ne pouvait pas vraiment, auquel elle ne pouvait pas vraiment prétendre parce qu'il y avait des problèmes d'argent dans ma famille. Et ma mère voulait toujours faire semblant, voulait toujours que ses enfants, que sa fille fasse un bon mariage, que ses enfants fassent de belles études et aient des relations. Donc elle tenait toujours à paraître ce qu'elle n'était pas. Et donc, j'ai toujours été marqué dans ma famille, pas dans mon enfance, pas de manière traumatique, mais ça me frappait, ce côté, ma mère avec peu d'argent, cherchant à se rapprocher d'une bourgeoisie beaucoup plus prospère qui, semblerait-il, à ses yeux, favoriserait la réussite de ses enfants. Et le thème de l'argent donc m'a marqué dans ma vie. Et la question que je me suis posée longtemps, de manière inconsciente, mais à laquelle j'ai réfléchi aujourd'hui en écrivant ce livre, et c'est l'un des thèmes, et ce n'est pas le seul bien entendu, de mon livre, c'est est-ce que les gens riches sont des gens à part? Est-ce que ce sont des nantis, les heureux du monde, qui représentent une sorte de monde inaccessible à ceux qui n'ont pas cette aisance-là? Ou bien sont-ils des gens, si j'allais dire, normaux? Et très tardivement dans ma vie de cinéphile, je suis tombé sur une réplique célèbre de Ginger Rogers, et c'est là où j'en viens, et parce qu'elle éclaire l'un des thèmes du livre, et c'est le suivant. C'est un film très peu connu, hein, à part de quelques cinéphiles, qui est une comédie, pas une comédie musicale, une comédie tout court, écrite et filmée en 1939, donc à la veille de la guerre, qu'on n'a pas pu voir, sauf les cinéphiles, mais bien après la guerre, où Ginger Rogers joue le rôle d'une pauvre fille au moment de la crise économique en Amérique, après les années 29, qui a perdu son emploi, qui se retrouve comme ça à manger un sandwich à Central Park, à New York, et qui est, à côté d'elle, s'assied un brave type qui est beaucoup plus âgé qu'elle, qui pourrait être son père, et qui est un très très riche industriel qui a fait fortune en inventant une pompe je sais pas, à huile ou à métaux, je ne sais pas trop à quoi, mais en tout cas elle a fait fortune et c'est un brave type, voilà. Et puis sa famille le prend pour un crétin parce qu'il n'a pas les codes mondains, et c'est le jour de son anniversaire et sa femme qui est mondaine, entourée de soupirants, ses filles sont des snobs effrénés, et on a oublié de lui fêter son anniversaire, et il part tout seul, il rencontre cette fille, et ils vont sympathiser. Je ne vous raconte pas l'histoire qui est un peu compliquée, mais il n'y a pas du tout de liaison amoureuse, rassurez-vous, ambiguë entre ce brave homme et Ginger Rogers, mais à un moment donné, attendrie par cet homme qu'elle aime bien, elle lui dit cette phrase qui en anglais est assez jolie, elle lui dit, excusez-moi mon accent abominable, au fond, maybe rich people are just poor people with money. Autrement dit, au fond, quand elle le voit, peut-être que les gens riches ne sont que des gens pauvres avec de l'argent. Voilà. Et c'est longtemps ce que j'ai cru, parce que j'étais en vacances, dans le Midi, il y avait une famille qui vivait à côté, dont les enfants avaient à peu près l'âge de mon frère, et de ma sœur et de moi, et qui avaient beaucoup d'argent. Le père était patron d'une entreprise pharmaceutique très connue, les pharmaceutiques Russell, et ils avaient des Chris Craft, le père avait un hélicoptère, ils avaient des tennis, ils avaient tout ça. Mais bon, c'était des gens pauvres avec de l'argent. Voilà. Et puis à un moment donné, il m'a semblé pressentir dans mon enfance que les gens riches étaient des gens à part. Et là, je voudrais faire une parenthèse sur un écrivain que vous connaissez sans doute, pour la plupart, que j'aime beaucoup et que Olivier vénère peut-être encore plus que moi, si c'est possible, qui est Francis Scott Fitzgerald, celui qui a écrit Catsville, magnifique en particulier. Et Fitzgerald, qui lui avait été tombé amoureux d'une jeune femme, Zelda, qui était de l'aristocratie du Sud, était paralysé parce que lui n'avait pas les codes de cette noblesse du Sud des États-Unis, dont les parents étaient gouverneurs, grands avocats, sénateurs, et il disait, ces gens-là, c'est des gens que je ne pourrais jamais approcher, avec lesquels je ne pourrais jamais rivaliser, ils sont inscrits dans les plus célèbres country clubs, les clubs de... Bon. Et lui, il avait conscience que c'était un autre monde. Et au fond, voilà, c'est l'un des thèmes du livre, c'est cette notion, par rapport à des souvenirs familiaux, de les gens riches sont-ils des gens à part, ou des gens riches et pauvres avec de l'argent. Et c'est voilà, et c'est ce thème qui est un des thèmes du livre, encore une fois il y en a d'autres, qui m'a inspiré cette phrase. En effet, longtemps j'ai donné raison à Ginger Rogers, je croyais que les gens riches étaient des gens pauvres avec de l'argent, et puis maintenant j'ai relativisé, et je donne 2-3 anecdotes que je ne vais peut-être pas raconter ici, ça serait trop long, mais bon, je peux vous en donner une quand même, vous me permettez, Olivier? Mais je vous en prie. C'est à un moment donné, j'ai compris que les gens riches étaient des gens à part pour une raison absolument absurde. J'étais chez mon parrain, ma marraine en vacances, ils étaient liés à une famille très aisée, c'était les héritiers du chocolat Meunier.
Et l'un de ces hommes, qui s'appelait Antoine Meignier, ne travaillait pas, parce qu'il fait des rentes du chocolat, si je puis dire. Et il vivait avec une femme, très bien. Il avait une belle voiture, son frère possédait le château de Chenonceau, il y a pire comme F2 à la campagne. Et bon, voilà, il y avait la superbe voiture, il y avait le château de Chenonceau, il y avait tout ce qu'on voulait, mais bon, lui était un brave type, ce Antoine Meignier, pour rich people with money, c'est tout. Donc voilà, c'était comme des gens pauvres avec de l'argent. Et ça ne m'impressionnait pas. Puis un jour, j'ai eu le choc, et j'ai compris que c'était une caste à part. Et quel était ce choc? Je me souviendrai toute ma vie, mais toute ma vie. C'était un dimanche ou un samedi, je ne sais pas. Et l'homme était parti acheter des journaux, c'était dans Lyon, près d'une ville qui s'appelle Avalon. Et il était revenu dans la maison de campagne où je séjournais, c'est mon parrain. Et l'homme et la femme étaient assis en face de moi, j'étais sur un canapé avec ma marraine, et je les vois tous les deux, ils avaient acheté des journaux, des magazines. Et je le vois lui ouvrant Paris Match. Et je me souviendrai toute ma vie, c'était la couverture, c'était Françoise Arnoul, l'actrice qui était bien née se marier, elle était là en couverture. Et bon, très bien. Et puis je regarde la femme, elle lisait aussi un magazine, et je vois Françoise Arnoul aussi. Et je comprends, ça me semble bizarre. Et je regarde mieux, et c'était le même Paris Match. Et ce couple avait acheté 2 Paris Match parce qu'ils voulaient lire en même temps. Et là, de me dire que des gens avaient la tranquillité d'âme pour acheter 2 fois Paris Match parce que l'homme et la femme voulaient lire en même temps, ça c'était plus que Chenonceau, c'était plus que tout ce que vous voulez. C'était cette tranquillité d'âme. C'est comme si on avait un cadavre en face de ce qu'on venait de tuer et puis on discutait calmement, sans se sentir. C'était pour moi, alors qu'on m'avait appris qu'il fallait finir son pain à table, tout ça, parce que les petits Chinois avaient faim, il fallait pas. Bon, c'était toute une génération. Et là, j'ai dit non, je serai jamais comme ça. J'aurai jamais la tranquillité d'âme pour acheter 2 fois le même journal si ma femme et moi on veut le lire. Et c'était pour moi, c'était la barrière vous voyez, ça c'est une réminiscence qui m'est revenue, que j'évoque dans le livre. Voilà, pour vous donner une idée de ce que pour un petit garçon qui j'avais 12 ans, hein, ça m'a toujours marqué. Encore aujourd'hui, je revois cette couverture de Paris Match et je me dis, voilà, Ginger Rogers avait tort. Alors, puisque vous parlez de Fitzgerald, ça me fait penser à une autre célèbre anecdote, peut-être apocryphe hein, finalement. C'est Fitzgerald qui demande à Hemingway, ils étaient amis du temps où ils vivaient ensemble, concomitamment à Paris dans les années 20. Fitzgerald dit à Hemingway, pardon pour la cuistrerie, mais enfin Ernest, qu'est-ce que les riches ont de plus que nous? Et Hemingway lui répond, de l'argent. Hemingway avait une réponse Ginger Rogersienne, mais Fitzgerald ne le pensait pas. Voilà, absolument. Alors, je vais revenir à ce livre, bien sûr, dont je voudrais dire d'ailleurs, c'était le sens de ce que disait M. le maire tout à l'heure, c'est parfaitement exact, qu'il est tout en sensibilité, et j'allais dire en discrétion. Vous savez, les autobiographies, c'est parfois quand même des érections de statuts auto-satisfaites. Même souvent des érections tout court. Ça, n'ayant pas écrit la mienne, je ne suis pas en mesure de vous le confirmer. Mais dans lequel la première personne du singulier est plus qu'une première personne du singulier. Là, il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit, vous l'avez dit, c'est le mot-clé, de réminiscence, comme des espèces de bulles de souvenirs qui crèvent à la surface, mais peut-être que vous trouverez cette métaphore particulièrement malheureuse, je m'en excuse. Après tant de livres, parce que vous avez quand même une œuvre imposante derrière vous, quel a été le déclencheur de l'envie de celui-là? Puisque vous l'avez dit, c'est la première fois que vous êtes aussi direct. Oui, alors c'est très difficile à répondre. Disons que pendant longtemps, je sais que lorsqu'on parle de soi, et indirectement lorsqu'on parle des gens autour de soi, c'est dit délicat. Mes parents, par exemple, étaient des gens extrêmement réservés, qui tenaient à leur jardin secret ou leur jardin privé. Et tant que mes parents étaient en vie, j'avais tellement de choses que j'avais envie de dire, c'était pas un problème pour moi. Mais je n'ai jamais écrit autour de moi ou de ma famille. Parce que mes parents auraient été, se seraient sentis mal à l'aise d'être ainsi mis, si je puis dire, sur la place publique. Je sais que quand on écrit sur soi et autour de soi, il est, sauf si c'est délibéré, et ça c'est un règlement de compte, on est méchant, on règle ses comptes, très bien,
Mais il faut faire très attention à ne pas créer des blessures. Donc j'étais toujours un peu pudique, tout ça. Puis le temps passe, maintenant j'ai un âge tel que j'avais envie de revenir sur moi, sur mon enfance. Peut-être y a-t-il eu chez moi, à un moment donné, il y a très peu de temps d'ailleurs, peut-être 4-5 ans, une certaine lassitude par rapport au genre romanesque, où j'avais bien conscience que même si j'écrivais des romans, d'une certaine manière, c'est comme quand on lance, comme si dans un cylindre, je ne sais pas, ou dans un cône plutôt, sa bille, et puis elle revient toujours au centre vers soi-même. Là, je me suis dit, arrêtons les masques. Et puis, en même temps, oui, vous avez raison, la première phrase du livre est assez surprenante. Apparemment, je dis en substance, j'ai de la mémoire, mais je n'ai pas de souvenir. Et je voulais dire par là, je n'ai pas la mémoire de mes souvenirs personnels, de mon enfance, de ma vie. Tout s'efface un peu, alors que j'ai une mémoire qui n'est pas mauvaise, mais qui est saturée, encombrée de choses totalement insignifiantes. Je connais des dizaines de débuts de romans ou de fins de romans par cœur sans les avoir jamais appris. Je peux vous donner la composition de l'équipe de France du rugby qui en 58 a battu l'Afrique du Sud au Cap, des trucs comme ça, mais souvent j'oublie. Et ce que j'ai voulu, c'est, dans ce livre, pourquoi aujourd'hui je ne saurais pas vous dire. Souvent, au fond, ce sont des petites... si vous parlez de bulles qui éclatent, moi je dirais que souvent c'est un nom propre, une expression, une formule sont comme des aimants qui ont attiré à eux la limaille de souvenirs. Et de souvenirs à la fois minuscules, mais que je pense assez drôles parfois, assez cocasses ou assez émouvants, et qui d'un seul coup me dit oui, si je m'en suis souvenu, c'est qu'ils ont révélé quelque chose, qu'ils ont joué un rôle dans mon éducation. Et j'ai voulu garder parfois autour de ces souvenirs une forme d'écrin, d'indécision. Je me méfie de ce qui est net. Je me méfie de ce qui est impudique, c'est-à-dire c'est une forme de brutalité, de la netteté quelque part. C'est que quand c'est trop net, c'est retouché. Voilà. Et il me semble, il y a quelque chose de mensonger dans la certitude des souvenirs. En revanche, des images très fortes me sont venues. Le livre, il a démarré sur le souvenir d'une remarque que faisait l'écrivain Vittorio Gassman, le grand acteur de cinéma un peu oublié aujourd'hui, mais qui a été un des grands acteurs du cinéma français d'après-guerre et de la comédie. Du cinéma italien, si je Vittorio Gassman. Vous avez dit du cinéma français, du cinéma italien. Oui, du cinéma italien, pardon. Et dans ses souvenirs, Gassman parle d'une liaison qu'il avait eue pendant 1 an ou 2 avec une jeune actrice de cinéma italienne qui s'appelait Anna Maria Ferrero. Il avait été marié à une actrice américaine, Shelley Winters, il était en train de se séparer d'elle. Et il raconte qu'il avait beaucoup aimé cette femme et qu'un jour, un matin, ils sont dans un hôtel et il voit une miette de gâteau collée sur la lèvre de sa partenaire. Et il dit, je ne voyais plus que la miette de gâteau collée sur la lèvre de ma partenaire, et je me suis rendu compte que j'avais cessé de l'aimer. Ça paraît assez curieux, étrange, mais je vois ce qu'il veut dire. C'est que souvent, dans les premiers temps d'une exaltation amoureuse, le partenaire est une sorte de divinité absolue, puis à un moment, on se rend compte qu'il a aussi des petits défauts organiques, des petites choses comme ça, une miette de pain qui colle, ou un nez qui coule, que sais-je, et qu'à ce moment-là, la fascination, l'ivresse amoureuse idéalisée casse. Très bien. Et ça m'avait frappé, cette notation, qui est une notation qui aurait pu enchanter un Stendhal, par exemple. C'est des petits faits vrais qui, hop, ça casse. Bon. Et j'ai réfléchi d'un seul coup, ça m'a fait penser à mes parents. À mes parents qui ont été mariés 53 ans, qui ont eu 3 enfants, qui ont eu des difficultés dans leur vie, mais qui, grosso modo, ont été un bon ménage. Ils se sont aimés, ils ont aimé leurs enfants. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'un ménage peut tenir si longtemps? Et j'ai repensé à la miette de pain. Je ne sais pas pourquoi. Je dis comme si mes parents avaient franchi l'épreuve de la miette de pain pour arriver à un 2e temps de l'amour, et peut-être un 3e temps de l'amour, où on n'aime pas son partenaire malgré la miette de pain, mais si je puis dire, dans la grande fragilité de la vieillesse, on aime aussi la personne avec qui on partage sa vie, en raison de ses faiblesses, qui sont aussi d'ailleurs les vôtres, et on chérit la miette de pain, ou en tout cas, on chérit les faiblesses qui sont ceux de son partenaire, peut-être le 3e temps d'un amour accompli.
Et voilà. Et donc, tout ça, cette histoire de Gassman a convoqué en moi les souvenirs de moi enfant regardant mes parents. Alors on aurait pu dire que mes parents peut-être se déchiraient en secret, mais ils tenaient bon pour leurs enfants. Mais une fois que leurs enfants étaient mariés, adultes, même ayant fait leur vie, ça ne serait pas tenu. Non, non, je crois que c'était un ménage heureux. Bien sûr, ils se disputaient comme tout le monde, mais c'était un ménage heureux et ça m'a remis en mémoire des anecdotes. Et du coup, plein de choses sont venues. Et souvent, j'ai essayé de les écrire avec délicatesse, sans insister, mais des choses qui m'ont marqué. Je vais vous donner un exemple, si vous me permettez. Par exemple, j'ai un chapitre qui s'appelle Pomme mousseline. C'est pas étrange, pourquoi Pomme mousseline? Je vais vous en parler, justement. Ah bon, vous voulez en Oui, parler? non, mais je vous en prie. Voilà, et il se trouve que mes parents nous emmenaient jamais au restaurant. On n'allait jamais au restaurant. Sauf une exception. Mes parents avaient fait construire, bien avant la guerre, à la fin des années 30, une petite maison en Provence, près de Sainte-Maxime, dans le département du Var. Et à partir de 1949, on est retourné dans cette maison. Et après avoir été en train, on y allait souvent en 2 chevaux, la voiture de mes parents. Bourré à craquer avec les 3 enfants, les parents, c'était... Et c'était le seul cas où on allait au restaurant parce qu'on ne pouvait pas faire d'une traite les 1000 km à peu près de la route entre Paris et cette maison, dans un endroit qui s'appelle La Nartelle, près de Sainte-Maxime. Et on allait à l'hôtel, un hôtel très modeste, et au restaurant, forcément, de l'hôtel. Et c'était la fête pour moi. Je n'allais pratiquement jamais au restaurant, sauf de temps en temps une marraine un peu plus forte, un peu plus riche qui m'emmenait. Et d'avoir une carte, choisir ce que je voulais dans les entrées, dans les plats, dans les desserts, c'était quelque chose d'hallucinant pour moi. Et je me souviens un jour, c'était à Vienne, au sud de Lyon, on était dans un restaurant, oui, encore une fois, quand j'y repense, je revois un restaurant et un hôtel-restaurant plus que modeste. Et il y avait, je ne sais même plus quel était le plat de viande, mais il y avait comme garniture pomme mousseline. Et ça, je ne connaissais pas ce mot pomme mousseline, j'avais rien dit, mais ça me faisait rêver. C'était comme une promesse vaporeuse, angélique, je ne sais pas ce que c'était. Ces pommes, je connaissais les pommes de terre sautées, rissolées, la purée que j'aimais pas. Mais les pommes mousselines, je ne savais pas ce que c'était. Et je commande sans rien demander, avec assurance, moi je veux des pommes mousselines. Parce que c'était une tranche de roast beef avec, j'en sais rien, peu importe. Et on m'apporte, ben voilà, on m'apporte une purée comme vous et moi, si j'ose dire, enfin comme moi, une purée banale, comme ça. Et je n'ai pas demandé de la purée, moi j'aime pas beaucoup la purée, j'ai demandé des pommes mousselines. Et ma mère me dit, mais mon chéri, c'est de la purée, mais un peu allégée, mais c'est de la purée des pommes mousselines. Et là j'ai eu un choc. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte, et j'y réfléchis maintenant, mais j'étais très troublé, parce que je me suis rendu compte que, bien sûr, les gens peuvent mentir, les collégiens que nous étions racontent des bobards les uns aux autres, on sait que tout n'est pas toujours sincère dans les propos des adultes non plus. Mais les mots, eux, ils ne mentent pas. Si on dit maison, c'est une maison. Si on dit voiture, c'est la 2 choses de mes parents. Et c'est pas un canoë, ni rien d'autre. Mais qu'un mot désigne quelque chose qui n'est pas, là, j'avais l'impression d'être trahi par les mots eux-mêmes. Et ça m'a troublé. Et maintenant, j'ai réfléchi, je dis, mais peut-être au fond que c'était pas mal, parce que c'est justement ça, aimer la littérature, c'est aimer des mots ou des groupes de mots qui semblent dire quelque chose, mais qui disent autre chose aussi, qui déforment un peu, comment dirais-je, la réalité prosaïque pour la rendre plus poétique, ou plus légère, ou plus inattendue, que sais-je. Et ces pommes mousselines, vous voyez, c'est comme les 2 Paris Match. C'est des souvenirs qui contribuent à une éducation, alors qu'ils sont misérables si on les prend individuellement. C'est pas les livres d'autofiction qui sont à la mode aujourd'hui, on raconte comment on a été sodomisé par son père, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est rien, mais en même temps, je pense que pour les enfants à peu près ordinaires, si je puis dire, que nous avons eu, enfin que j'ai eu, et que beaucoup de gens ont eu, ce sont ces petits faits-là qui vibrent et résonnent très longtemps. Et je suis frappé d'ailleurs et ému de voir que le livre, comme je vous l'ai dit, on vient de le dire, vient de sortir. C'est que les échos que je recueille, les premiers échos que je recueille, sont des échos de lecteurs qui me disent « mais on est ému parce que telle ou telle anecdote, on l'a vécu comme ça, je comprends ». Vous voyez ? Parfaitement, puisque à génération différente, je pense que vraiment
nombre de générations peuvent se retrouver dans ce que vous racontez. Je songe à ces traversées de la France en 2 chevaux, à l'époque où il n'y avait pas encore forcément des autoroutes. Vous vivez l'arrivée des autoroutes, oui. douloureusement d'ailleurs, entre Paris et le sud de la France, dont vous étiez déjà à l'époque et vous l'êtes resté très proche. Tiens, si vous le voulez bien, avant de parler de quelque chose d'un peu plus impudique peut-être, mais auquel vous venez de me faire penser en parlant du couple de vos parents, juste une autre anecdote, parce qu'on va pas... un autre mot qui me paraîtrait être une anecdote très symptomatique, là aussi, de votre livre, de comment il est fait. J'aimerais, si vous voulez bien, hein, si ça ne vous embête pas, que vous me racontiez votre voyage aux Philippines. Oui. Parmi les événements qui ont marqué mon enfance, il y avait plus que la vie quotidienne, parce que souvent quand on vit une vie quotidienne, chaque jour un peu se recouvre l'autre, surtout pour moi, puisque j'ai le paradoxe de vivre aujourd'hui là où je suis quasiment né, enfin je vis depuis l'âge de 3 mois jusqu'à aujourd'hui dans le même appartement, je couche dans la chambre où mon père est physiquement né, vous voyez, en 1908, donc je suis un sédentaire absolu. Donc souvent certains, pas tous, mais certains souvenirs sont liés à des voyages et à des initiations liées au voyage. Et un jour, j'avais entendu mon père, c'était une année, j'avais quel âge, 12 ans, oui, peut-être pas plus, 12 ans et demi, et mon frère aîné et ma sœur aînée étaient partis en des voyages, c'était en mois de juillet, étaient partis à l'étranger chez des correspondants pour apprendre l'anglais et ma sœur l'italien. Et mes parents décident de faire un voyage en 2 chevaux, un grand détour pour retrouver finalement à la fin du mois de juillet leur maison du Midi. Et mon père me dit, on va aller voir la jungle des Philippines. Et moi, je suis un peu perplexe, mais j'étais très timide. Hein. Je n'osais pas, chacun avait son monde. Moi, j'étais un enfant plutôt souvent inquiet. Mais mes parents, je sentais l'inquiétude chez mon père quand il perdait une situation, quand il tardait à en retrouver une autre, il faut se serrer la ceinture. Bon, je n'étais pas inquiet pour eux, mais je sentais leur inquiétude. Je ne voulais pas intervenir. Donc je dis, bon, la jungle des Philippines, ça veut dire quoi? Je ne comprends rien. Mon père, qu'est-ce qu'il irait faire dans la jungle des Philippines? Pour moi, la jungle, c'était vaguement le livre de la jungle de Kipling, Mowgli, Shere Khan, etc. C'était une jungle un peu que j'étais louveteau, et donc ça me rappelait des jeux, mais ça ne me semblait pas sérieux. Et puis on a fait un grand voyage avec 3 étapes, et c'est drôle quand j'y repense, ces 3 étapes m'ont marqué. Donc je ne vais pas les raconter les 3, mais ces 3 étapes ont été à leur manière des étapes initiatrices. Jusqu'au jour où, à la fin du séjour, on ne parlait plus de la jungle des Philippines, c'est une lubie qui leur a passé, tant mieux. On était passé par le Loiret, par la côte basque, et puis mon père un jour se garde. Mon père avait toujours l'habitude, qui me semblait à l'époque fâcheuse et dont je me réjouis aujourd'hui, c'est mon père m'emmenait au Louvre pour un oui ou un non. À l'époque, il n'y avait pas grand monde au musée du Louvre. Souvent après le déjeuner, comme ça le dimanche, il me dit viens, on va faire un saut au Louvre. Oh, ouais, c'est rien, on prenait le métro, il y avait 3 stations de métro, on y était 10 minutes plus tard, il n'y avait personne. Et mon père allait voir ses tableaux favoris, et moi je restais en arrêt devant des tableaux de Géricault, de Delacroix, qui m'impressionnaient beaucoup. Hein, le radeau de la Méduse, c'était quand même quelque chose. Et là, il s'arrête devant un endroit, et puis je vois musée. Je dis, bon, un musée, bon, ça va faire. Et puis il m'entraîne dans une grande salle de ce musée. Il y avait d'énormes tableaux qui faisaient tout le mur du fond de cette grande salle. Et mon père dit, ben voilà, c'est la jungle des Philippines. Alors je dis, ah bon, c'est la jungle des Philippines? Elle me dit, non, tu n'as pas compris, c'est pas la jungle des Philippines, c'est la jungle des Philippines, qui était le plus grand tableau jamais peint par Goya, et ça m'avait semblé à l'époque un tableau assez ennuyeux. On voyait une grande salle avec des gens déguisés, enfin déguisés, ils n'étaient pas déguisés, mais enfin ça me semblait déguisé en costume comme ça de la fin du XVIIIe siècle, je crois, ou du début du XIXe, et j'avais rien compris à ce tableau. Il y avait des gens sur les 3 côtés de la salle qui étaient là, assis, raides, et mon père s'extasiait sur le tableau qui était un tableau de Goya, qui est le plus grand tableau de Goya que j'ai jamais peint, qui est à Castres, au musée de Castres. Mais ça m'a toujours marqué. Et c'est après, des années après, j'ai fait des recherches, j'étais adulte, sur la jungle des Philippines, alors j'ai compris ce que ça voulait dire. Je crois que mon père m'avait dû m'expliquer ce que c'était qu'une junte, mais je ne comprenais pas. En fait, la junte, c'était simplement l'association des administrateurs des Philippines qui étaient sous le contrôle de la couronne espagnole. Et voilà, c'était donc les responsables de ce groupe qui dirigeait politiquement les Philippines de loin, d'Espagne.
Et j'ai compris après, en voyant le tableau, que c'était... Il y avait une critique assez sévère de la part de Goya, de tous ces notables, si loin des Philippines et qui, comme ça, avec une certaine satisfaction, prétendait présider aux destinées de cette lointaine colonie espagnole. Et ça m'a marqué, quoi. Ça m'a marqué, et je me dis, c'est quelque chose, enfin, un mystère qui a été déçu. J'attendais une jungle, j'ai vu un grand tableau assez statique qui m'a ennuyé. Mais contrairement à certains mystères qui s'effondrent comme la pomme mousseline dans une purée, finalement, cette déception de la jungle qui s'est rétrécie dans une jungle et un tableau qui m'avait semblé un peu ennuyeux, au fil des années et au fil de mon éducation et de l'âge adulte, cette jungle, si je puis dire, s'est regonflée comme une sorte de magie et qui m'a habité. Donc c'était pas du tout comme les pommes mousselines qui se sont ratatinées, si j'ose dire, en une abominable purée. Non, c'est quelque chose une bulle qui a éclaté, qui n'était plus rien, mais malgré tout, de ces éclats, si je puis dire, de souvenirs déçus, ont germé quelque chose qui m'a marqué pour ma vie. Alors, le livre est fait de ça, c'est pas du tout un abécédaire, mais de mots-clés qui donnent comme ça naissance à des réminiscences. J'aimerais revenir sur quelque chose, et je me permets de vous poser les questions, si impudiques puissent-elles paraître, parce que vous en parlez quand même dans votre livre, bien entendu. Vous disiez que c'était aussi l'histoire du couple, somme toute heureux, qu'a formé vos parents, votre famille, et de la façon qu'ils ont eu, si j'ose dire, d'oublier la miette de pain, quoi. Et moi j'ai l'impression que, un peu comme, pardon pour la cuistrerie, un motif caché dans le tapis de votre livre, expression d'Henry James, c'est aussi l'histoire d'un autre couple heureux qui a oublié la miette de pain, celui que vous formez avec votre femme Nicole Charder depuis déjà pas mal de temps, si je peux me permettre. Et vous en parlez de votre femme, vous racontez votre rencontre, parce que dans mes années de voyage, sa librairie, si vous voulez, j'ai une éducation un peu curieuse parce que mon père était assez âgé quand je suis né, avait des épreuves, je lui en parle dans mon livre donc c'est pas un secret. Mon père avait été journaliste dans les années 30 dans un journal très populaire qui s'appelait Le Petit Parisien, qui a continué à apparaître sous l'occupation, donc sous le contrôle de la censure allemande, épousant des thèses pétainistes, et mon père a continué à travailler dans ce journal. Si bien qu'il a été arrêté à la Libération, au moment, d'ailleurs, au moment où je suis né, d'ailleurs, j'étais à la campagne, mon père a voulu aller à la campagne pour me voir, on lui a dit n'allez pas là parce que le curé est un résistant, le maire est un communiste FTP, et vous allez être dénoncé tout de suite. Il a voulu venir me voir, il m'a vu quelques heures, il a été arrêté. Bon. Et d'ailleurs, c'est curieux, c'est que mon premier souvenir, je commence le livre là-dessus, c'est très curieux, c'est que mon père a été libéré à la fin de l'année 1947, donc après 3 ans et demi de captivité, et le premier souvenir qui m'obsède, c'est excusez-moi, je reviendrai après sur ma femme. C'est un souvenir, je suis en camion avec ma mère dans une route un peu de campagne déserte, il fait froid, il y a de l'humidité. Je ne sais pas ce que je fais là, je ne comprends pas. Ma mère sur mes genoux, je suis assez à l'abri et c'est tout. Je suis ce camion qui roule sur une route. Et j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre pourquoi j'étais là. Pardon, je vous interromps, vous êtes tout petit, hein, vous avez 2-3 ans. Non, mais en fait, j'ai recontinué, j'avais juste 3 ans. 3 ans et 1 mois. Et j'ai compris que c'était ma mère qui venait de temps en temps, ma mère travaillait naturellement pour survenir aux besoins de ses 3 enfants, et alors qu'elle n'avait pas travaillé avant, comme des femmes, souvent de la bourgeoisie de l'époque, ou de la moyenne bourgeoisie de l'époque. Et ma mère allait voir mon père qui était détenu à la centrale pénitentiaire de Clairvaux. Et j'ai reconstitué le fait qu'un jour, j'étais déjà relativement grand, 3 ans et 3 ans, un peu plus de 3 ans, elle épargnait ça aux aînés qui auraient pu être traumatisés par cela. Et elle avait pensé que je pouvais y aller pour que mon père me voie vraiment, si je puis dire. Et
ma mère prenait le train jusqu'à Dijon, puis changeait, prenait un train jusqu'à Bar-sur-Aube, et de Bar-sur-Aube, elle allait à Clairvaux, et sans doute, comme il n'y avait aucun moyen de transport, bien entendu, elle devait s'arranger avec un, je ne sais pas si c'était un épicier, qui livrait du bois, j'en sais rien, mais qui venait livrer à la centrale pénitentiaire des marchandises, et elle allait à son bord. Mais ce qui me frappe, quand je vous dis ces souvenirs qui s'effacent, c'est que le souvenir que j'ai, c'est pas d'avoir vu mon père à Clairvaux, j'ai aucun souvenir. C'est le voyage en camion. Comme si on se souvient toujours parfois à côté des choses. C'est très étonnant. Et c'est cette image qui alors qu'en revanche, probablement 2 ou 3 mois plus tard, mon père est revenu, il a été libéré, et mon frère et ma sœur, beaucoup plus grands, se souviennent de l'émotion qui les a étreints lorsque mon père est revenu parmi nous, dans la famille. Et je n'ai aucun souvenir du retour de mon père non plus dans l'appartement familial que j'occupe toujours. Aucun souvenir. Donc c'est très étrange les jeux de la mémoire. Et ce que j'essaie d'interroger un peu aussi dans ce livre, c'est ces choses vacillantes. Alors pour ma femme, ce n'est pas des souvenirs vacillants, mais c'est souvent par des enchaînements d'idées. Oui, j'évoque ce qui a été la fin, entre autres, de mes années de formation, c'est la rencontre d'une jeune femme qui était libraire. Moi, j'étais un garçon qui n'avait pas bien travaillé dans ses études secondaires, qui préférait, je le dis, je n'étais pas un cancre, j'étais médiocre, c'est pire. Un cancre, il y a comment dirais-je, un romantisme du cancre qui est renvoyé de partout, à la Sacha Guitry, c'est formidable. Mais le bon élève, c'est très bien, voilà. Mais le médiocre, celui qui est 20e sur 30, quoi, c'est rien, quoi, c'est minable. Il n'y a pas de poésie, de lyrisme, de pittoresque à évoquer un élève médiocre. J'étais médiocre parce que je travaillais pas assez, j'étais un peu dissipé, et souvent, je quittais en cachette au lycée, le lycée pour aller voir dans un cinéma à côté, qui était absolument minable, en permanence des films de 4e catégorie ou des péplums. J'adorais les péplums, j'avais Hélène de Troie, l'enlèvement des Sabines, Hercule à la conquête de l'Atlantide. J'ai tout vu et ma mythologie, je la dois au cinéma américano-italien et surtout italien. Voilà. Et donc, j'étais quand même. Mon père m'avait pensé que je serais le matheux de la famille. Bon, pourquoi pas, d'accord, je suis le matheux de la famille. Alors, j'ai fait ma télème et j'étais inscrit j'ai commencé une classe de mathématiques supérieures, mais je n'étais pas très doué. Jusqu'au jour où un jour, je ne me suis pas réveillé, puis j'ai dit, je suis réveillé trop tard, j'ai dit, non, arrête, je ne vais pas faire ça. Et mes parents m'ont dit, ah bon, si tu veux. Mes parents, je pensais que ça aurait été un tsunami dans la famille, mais pas du tout. Ils m'ont dit, bon, bah, tu ne vas pas faire là-dessus, bah, tu vas voir là-dessus. Et j'ai rencontré une jeune femme dans une librairie, par un ami commun, pour un projet un peu fantasme, un journal renéotypé, mais cette jeune femme, que je trouvais très belle, et je n'avais absolument pas tort de la trouver belle, j'avais un handicap, c'est que j'avais 20 ans, je sortais de maths sup et j'allais faire je ne sais pas quoi. Elle était une intellectuelle, elle avait travaillé dans une revue d'avant-garde qui s'appelait Tel Quel, elle avait des amis de son âge qui étaient ou agrégés ou qui allaient devenir, ou qui avaient déjà publié des choses en édition, et tous les amis se demandaient mais qu'est-ce qu'elle trouve à ce garçon, notre amie Nicole, elle s'appelle Nicole. Et c'était étonnant, voilà. Et j'ai raconté un peu comment on s'est mieux connus dans une passion qu'elle m'a fait partager pour des écrivains en particulier comme James Joyce. J'ai passé 2 ans d'intoxication joycienne. C'est pas un écrivain facile, mais on est parti en Irlande comme ça, voilà. Et c'est des choses comme ça que je raconte. Mais c'est vrai que ma tendance n'est pas de donner des détails croustillants ou impudiques. Encore une fois, l'impudeur a tout à voir avec le mensonge. J'insiste. Je crois que l'impudeur est toujours mensongère, c'est toujours une affectation, l'impudeur. Et où on en fait trop, où on n'est pas né comme je brave les tabous. Et ça me semble toujours faux. Je pense que dire justement des choses en laissant suggérer, c'est tellement plus fort. C'est tellement plus fort. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette rencontre avec cette femme, à qui je dois beaucoup. Et je pense que cette rencontre a été une des chances de ma vie. Vraiment. Parce que ça a été une entente, c'est une entente de passion, de ferveur partagée et d'entraide. Elle a travaillé dans l'édition, moi j'ai travaillé comme écrivain et journaliste, on s'est aidés.
Et voilà, mais je ne peux pas en dire plus, je ne veux pas étaler mes états d'âme. Mais disons qu'en filigrane, en effet, ce n'est pas le sujet du livre, mais c'est le sujet, c'est une figure, comme vous le dites, qui arrive à l'arrière-plan. C'est quelque chose auquel je tiens et qui n'a pas pu ne pas apparaître dans ce livre, mais même si ce n'est pas le thème principal. C'est peut-être une harmonique un peu comme ça, lointaine, absolument, mais auquel je tiens. C'est le contraire même, et c'est vrai d'ailleurs de l'ensemble du livre de l'impudeur. Vous l'avez dit, vous venez de le dire, vous avez déjà écrit dessus de façon un peu différente. Vous rappelez dans ce livre, on va dire pudiquement, les ennuis qu'a connu votre père à la Libération, pour avoir écrit dans un journal considéré comme collaborationniste et avoir dû en subir les conséquences. Et bien c'est pareil. C'est-à-dire que non seulement ce n'est en aucun cas un procès, pas un procès justement, ni une attaque, ni surtout un plaidoyer en défense. C'est un élément qui arrive parmi d'autres et qui finalement fait que la figure de votre père dans ce livre est tellement plus forte par son attention portée à vous, son attention distante des fois, ses petits séjours au Louvre, vous racontez quelque chose qui est extrêmement émouvant sans vous, c'est que vous aviez des voisins dans le sud qui étaient, je crois, de grands architectes. Non, c'était un professeur de droit et de sciences économiques. Voilà, c'est ça. Mais dont la maison avait été construite par un grand architecte d'art déco oui, sudiste. Absolument. C'est des grands amis de mes parents qui ont mis en rapport mon père et ma mère. Mais en quelques lignes, vous dites juste que, voilà, une fois que votre père est rentré de captivité, ces gens-là n'ont plus jamais adressé la parole à vos parents et ne se sont jamais manifestés, y compris après la mort de votre père. C'est en quelques lignes, et je trouve que c'est bouleversant beaucoup plus que si vous en aviez fait un chapitre. Si vous voulez, oui, vous avez raison. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'écrivains, beaucoup de mes amis écrivains ont eu des pères qui n'ont pas été exemplaires sous l'occupation. Je pense à Dominique Fernandez, il y a comme Dominique Jamais, il y avait autrefois une femme, c'est Marie Schex, ou Pascal Bruckner, qui vient d'être élu à l'Académie Goncourt hier, qui avait un père abominable, qui était une sorte de brute, plus ou moins milicien, haineux, enfin c'est l'horreur. Parce que je ne l'ai pas vécu comme cela, et je ne le crois pas, je n'ai jamais écrit dans un livre « Mon père ce salaud ». Pour plusieurs raisons. D'abord parce que mon père a été relativement une figure modeste de la collaboration, ou du pétainisme, et parce que, en tant que citoyen né en 1944, qui n'a pas connu la guerre, autant je me dois d'avoir un regard très lucide, très critique sur cette époque, et sur les engagements des uns et des autres. Je suis toujours très mal à l'aise, personnellement, de juger des gens d'un combat que je n'ai pas mené. Qu'est-ce que j'aurais été? Qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais été un héros de la résistance? Est-ce que je serais parti à Londres? Est-ce que j'aurais été un profiteur du marché noir? Est-ce que j'aurais été un Français moyen en attendant que ça se passe, comme 80% des Français peut-être à l'époque? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Donc je ne me permets pas de jeter des anathèmes. Je ne parle pas des salauds, hein, des antisémites forcenés, des délateurs, des profiteurs du marché noir, là il n'y a pas de problème, mais des gens qui de bonne foi ont pris des positions diverses. Ça me gêne de donner des jugements sur les hommes, même si j'ai un jugement sur l'époque et sur le bon côté qu'il fallait prendre, bien sûr. Par ailleurs, j'ai aimé mon père. Voilà, j'ai aimé mon père. Et mon père ne parlait jamais de cette période-là. Jamais je l'ai entendu se plaindre de ces années de captivité. C'était quelque chose dont il ne parlait pas. On le savait, mais on n'en parlait pas. Et moi, je vivais, au fond, sans trop m'en soucier. Je savais que mon père avait des difficultés, je savais que mon père avait été en prison, on m'avait dit que c'était un peu injuste, je l'acceptais. Et je ne vivais pas dans un cauchemar disant « le passé de mon père va être révélé, c'est une horreur ». Non, j'ai pas eu trop de problèmes. Mais quand j'y réfléchis aujourd'hui,
Quand je réfléchis à mon enfance, et cette anecdote que vient de rappeler Olivier est très juste, j'ai le sentiment qu'il y avait d'une certaine manière ce passé que je ne connaissais pas, que j'ignorais. Moi-même, quand j'étais jeune lycéen, on pouvait s'engager politiquement dans la guerre d'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie ou pour l'Algérie française, on pouvait être pour tel parti, mais on ne parlait pas du passé, très peu à cette époque-là, en tout cas dans l'expérience que j'ai vécue. Moi j'étais au lycée Charlemagne, à Paris, dans le 4e arrondissement, tout près du Marais, donc tout près des quartiers juifs, j'avais plein d'amis juifs qui étaient nés donc, en 1944, jamais ils ne parlaient du passé, et ils avaient forcément dû être affectés de manière parfois tragique, leurs parents, leurs familles déportées, peut-être jamais ils n'en parlaient. Et malgré tout, j'ai toujours, quand j'y réfléchis, senti comme un voile, comme une sorte de voile qui un peu assombrissait les perspectives. Cette anecdote est révélatrice. Par exemple, on avait des amis, aussi un autre couple d'amis, qui était la maison mitoyenne de la nôtre dans le Midi. C'était un couple très sympathique. L'homme était, là c'est ce cas-là, j'avais fait une confusion, était un grand professeur économiste, responsable de l'histoire du syndicalisme en France, qui était plutôt de tendance, je dirais, la deuxième gauche, rocardienne, si vous voulez, proche de la CGT, et qui s'appelait David, qui était juif, mais converti au catholicisme, et dont la femme s'était échappée miraculeusement au moment de la rafle du Veldiv. Et mes parents les aimaient bien, et il y avait une bonne entente, mais ils n'avaient jamais su l'histoire de mon père n'en parlait pas, et voilà. Et puis, un jour, bien après la mort de mon père, qui est mort en 1995, j'ai publié un livre qui s'appelait L'ami de mon père, où je racontais, en prenant par le biais de la fiction, le rapport du petit garçon que j'étais avec mon père et avec ce silence de mon père sur ce passé. Et quand ils ont lu ce livre, ce couple, dont les enfants étaient nos amis, parce qu'ils avaient notre âge, ce couple a dit à ma sœur, et ça m'a frappé. Je ne sais pas du tout une critique, je ne leur en veux pas du tout, je peux comprendre leur réaction. Ils ont dit à ma sœur, on a appris par le livre de Frédéric le passé de Pierre Vitou, mon père. Si on l'avait su, on n'aurait probablement pas pu être amis avec lui. Et donc, ça m'a révélé quelque chose que j'avais un peu ressenti de manière diffuse. Je ne dis pas que ça a obscurci mon enfance, c'est excessif, mais ça l'a marqué d'une sorte de menace diaphane, comme ça, que le poids du passé avait dû, d'une certaine manière, de manière infiniment subtile, jouer sur moi. Et voilà. Mais en même temps, et parce que la figure de mon père était une figure d'un homme que j'ai aimé, qui était un homme mélancolique, parfois sujet à des accents de violence terribles. Il y avait deux trucs qu'il ne fallait pas jamais lui parler, c'est le Parti communisme et De Gaulle. Il devenait fou. Mais complètement déraisonnable. Mais en même temps, je me souviens un jour, j'étais à l'école, on avait parlé de Gambetta, je n'avais pas bien compris qui était Gambetta, et je demande à mon père, mais papa, je n'ai pas compris qui est au juste Gambetta. Ne m'en parle pas, une fausse valeur, un imposteur, une des plus terribles figures de la... Mais je dis, papa, je ne te demande pas si c'est un imposteur, je te demande de me dire qui c'est. Non, voilà, c'était là mon père. Sûrement, c'était très injuste, enfin, Gambetta. La question n'est pas là. Et puis, le plus clair de son temps, c'était un homme très mélancolique, très loin. Il veillait sur l'éducation de ses enfants avec amour, mais de très loin, comme ça. On avait des moments de complicité, et c'était un homme de haute culture en même temps. Il lisait énormément, il était passionné de musique, passionné de peinture, il allait au Louvre toutes les semaines, je vous l'ai dit. Et voilà, donc c'était cette figure très contrastée, oui, que j'ai aimée. Et c'est pas évident à dire, parce qu'aujourd'hui on vit dans une sorte on revisite le passé de manière très brutale, et de dire que quelqu'un était pétainiste aujourd'hui, ce n'est pas une qualification historique qui aurait pu après tout recouvrir 80% de la population française en 40. C'est une insulte. On dirait pétainiste comme on dirait salaud, quoi. Et c'est donc c'est pas facile de dire j'ai aimé mon père. Ben oui, j'ai aimé mon père. J'ai eu beaucoup d'affection pour mon père, tout en étant très lucide avec ses engagements qui, je peux le dire, se confondent évidemment avec un mot qui lui ressemble presque, c'est le mot d'égarement. Le mot, pardon. D'égarement.
d'égarement. Alors, en termes d'égarement, il faut qu'on avance un petit peu parce que tout ça est passionnant, mais là, le temps passe vite. Il y a quelqu'un qui a eu des prises de position autrement plus péremptoires et avec un retentissement autrement plus grand, sans vouloir être désobligeant en quoi que ce soit pour votre père. Et quelqu'un qui est peut-être votre père en littérature, d'une certaine manière. Vous lui avez consacré tant de livres et tant d'études. Et je voudrais que vous alors, ça pourrait prendre 2 heures et je pourrais vous demander une conférence, mais autant que faire se peut, comme ça, vous m'expliquez rapidement pourquoi, sans aucun doute, Louis-Ferdinand Céline est votre écrivain. Alors, ce n'est pas mon écrivain, ou pas le seul écrivain. Moi aussi, mon monde, ma patrie, tout ce que j'aime, c'est Stendhal. C'est le soleil, c'est la lumière, c'est l'intelligence habitée, et c'est pas Céline. Ouais. Mais Céline, en effet, m'a marqué profondément. Alors, pourquoi Céline? Je vais vous répondre à l'origine de mon intérêt pour Céline par deux faits. Le premier, tout simplement, c'est qu'à 18 ans, je crois, j'ai lu Voyage au bout de la nuit. Et, vous savez, il y a des grands livres qui vous influencent, qui vous marquent. Je peux en citer beaucoup, mais il y a très peu de livres, à ma connaissance, en tout cas je parle de mon expérience, dont on peut dire qu'on est changé après la lecture du livre de l'homme ou du jeune homme ou de l'adolescent que l'on était avant. D'une certaine manière, Guerre et paix de Tolstoï m'a non seulement fasciné comme un des plus grands chefs-d'œuvre romanesques de la littérature du XIXe siècle, mais j'ai vu un peu les choses différemment après le regard de Tolstoï sur les guerres, sur le temps. Les pensées de Pascal m'ont marqué à vie. Mais, quand j'ai lu Voyage au bout de la nuit, d'un seul coup, j'ai été bouleversé et j'ai l'impression que mon regard, qui n'était pas toujours très optimiste, a été encore noirci davantage par le regard célinien. Et l'écriture célinienne et la vision de Céline du monde en Voyage au bout de la nuit. Quand je lisais des phrases, je sais pas moi, dire, oui, ben voilà, j'en pense à une qui n'est pas peut-être probablement la meilleure. Quand il écrit comme ça, quand on a 18 ans, 17 ans, on rêve à des femmes sans miettes de pain, et si je puis dire, et il écrit l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Bon, vous avez un garçon de 17 ans et demi qui lit une phrase comme ça, que je n'avais pas bien compris, parce que je voyais le côté caniche seulement. Mais c'est l'infini mis à la portée des caniches. On est plus près de Pascal, hein, du cloaque de l'être humain, mais qui est aspiré par quelque chose qui le dépasse. Bon, bref. Voyage m'a marqué pour ma vie entière. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est plus anecdotique, c'est qu'à l'époque, je voulais faire une thèse de doctorat de 3e cycle de littérature. Et j'avais pensé commencer à travailler sur James Joyce. Pendant 3 mois, j'ai travaillé, puis très vite, j'ai arrêté parce que, même si je parlais convenablement anglais, je ne maîtrisais pas assez bien l'anglais et tout, et même l'argot du glinois, plein de choses, et surtout que j'aurais pas pu. L'anglais de Joyce. Donc j'ai arrêté, et j'ai pensé à Céline. Et Céline, c'était formidable pour un jeune étudiant, parce que Céline était morte en 61, vous savez tous que Céline traîne avec lui l'image réelle de l'antisémite caractériel qu'il a été par les pamphlets essentiellement d'avant-guerre, de 38 et 39, 37 et 38, pardon, qui sont Bagatelle pour un massacre et l'école des cadavres. Donc Céline était mort en 61, il traînait encore derrière lui ce boulet d'horreur, d'abjection, comme vous voulez, les adjectifs que vous voulez, on peut en revenir. Et donc, il y avait le silence sur lui, et naturellement, il n'y avait pas un seul travail universitaire sur Céline. Il n'y avait rien. L'université ignorait Céline. Et je dis, je ferais bien peut-être une thèse sur Céline, et il fallait trouver un professeur. Aucun professeur n'avait jamais étudié Céline, ne pouvait m'aider. Finalement, j'ai trouvé un professeur à Nanterre, en mai 68, vous voyez, c'est amusant. C'était une période turbulente, et qui a accepté de diriger ma thèse, plutôt de ne pas la diriger, mais de la prendre sous sa coupe en disant, écoutez, vous travaillez tout seul, je ne pourrais pas vous aider. Mais pourquoi Céline? Je vous ai dit, parce que Céline, c'était l'homme qui m'a bouleversé à jamais, m'a changé après le Voyage au bout de la nuit. Et peut-être qu'il y avait une deuxième raison. Et la deuxième raison rejoint en partie ce que l'on vient de dire. Céline, je n'ai pas pu le traiter ça dans ma thèse, mais je l'ai traité ultérieurement. Céline est un homme qui est partie prenante de toute l'histoire du XXe siècle. Hein. La guerre de 14, dont
parle dans ses livres, dont il est ancien combattant, le colonialisme dont il parle et qu'il dénonce, la vie en usine, la misère ouvrière, et aussi les horreurs de l'histoire, c'est-à-dire l'antisémitisme, le nazisme, l'occupation. Et en étudiant Céline, peut-être, je crois que ce n'était pas complètement indifférent pour moi, je voulais essayer d'étudier et de mieux comprendre tous ces mouvements idéologiques, racistes parfois ou antisémites, c'était la forme, hélas, urgente et hurlante et atroce de l'ordre du racisme avec Hitler, tous ces mouvements qui avaient agité en particulier la France, bien entendu. Et donc, c'était une manière peut-être pour moi d'essayer de, non pas de parler de mon père, qui n'était pas particulièrement antisémite, non, je n'ai pas souvenir de l'avoir tenu des propos qui m'auraient horrifié, mais de peut-être, par le biais de Céline, d'essayer de mieux comprendre les enjeux, les déchirements, les pamphlets, les déchaînements de haine parfois qu'avait engendré cette époque. Et je crois que cet intérêt pour Céline est aussi une manière historique d'essayer d'approcher et de comprendre cette période tragique qui a été celle des années, de la fin des années 30 jusqu'à la Libération. Alors, vous écrivez divinement sur Céline. Moi, il y a un livre que j'adore, on va en reparler d'ailleurs, c'est un livre qui est consacré à un personnage très important dans la vie de Céline. C'est Bébert, le chat de Louis-Ferdinand Céline. Vous avez écrit, pas que ça, notamment une vie de Céline qui fait autorité. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, et ça serait d'ailleurs pas inintéressant, mais là, le temps ne nous le permet pas. Ce qu'il y a de fascinant, et ce n'est pas un reproche, d'ailleurs ça serait absurde parce que personne n'écrit comme Céline. Personne, ou en tout cas ceux qui s'y sont essayés, sont de plats. Peut-être qu'avant Céline, il y avait des gens qui. Léon Blois, mais personne n'écrit aujourd'hui comme Céline. Mais il n'y a pas une écriture moins célinienne, plus hédoniste, plus dans la douceur, plus stendhalienne, pour faire référence à je pense à votre premier succès, je crois, romanesque, qui était Saison Palazzo Pedrotti, par exemple, ou votre avant-dernier livre, où vous rappelez vous nous donnez à redécouvrir la figure d'un poète trop oublié, Édouard Henri-Jean-Marie Levet. Henri-Jean-Marie Levet, pardon. Il n'y a pas vraiment une écriture plus éloignée de celle de Céline que la vôtre. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes celui qui l'a le mieux compris et le mieux... Oui, je n'ai jamais cherché ce qui aurait été suicidaire à faire du Céline, à imiter Céline. Je vais peut-être vous surprendre, mais il y a des leçons céliniennes que j'ai retenues. Et je vais employer un mot qui m'obsède, c'est le mot de légèreté. On imagine Céline, et on n'a pas tout à fait tort par certains côtés, comme un vociférant qui hurle, voilà, et qui hurle sa dénonciation de la misère, la médiocrité de l'être humain, le médecin qui va dans la chair palpitante et souffrante des hommes, qui aussi se livre à des imprécations antisémites avant la guerre, dans les froids du cauchemar qu'il devine, qui sera la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Mais en même temps, Céline, quand on regarde comment elle est écrite, regardez certains passages de Voyage au bout de la nuit, qui sont comme ça, un terme l'argot, comme on dit en musique, ou les points de suspension qui sont comme des jours de la dentelle. Il est obsédé par la légèreté, Céline. C'est un homme qui a toujours dit, qui a toujours pensé que la lourdeur c'était l'horreur. Et j'essaye parfois, alors Céline, par exemple, quand la mère était dentelière, c'est pas par hasard, la dentelle c'est des jours comme ça qui sont faits dans la maille. Je peux vous interrompre? Oui. Parce que c'est directement en lien avec ça. À la fin de sa vie, Pierre Boutan va voir Céline à Meudon et lui dit « Mais que retiendrez-vous des hommes ?» Et Céline lui répond « Mon Dieu, qu'ils étaient lourds. » Voilà. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans l'émission, je ne sais pas si on peut la trouver peut-être sur Internet, l'entretien que Céline a donné en 57, je crois, donc ou 58, 2 ou 3 ans avant sa mort,
au journaliste Pierre Dumayet dans une émission qui était très célèbre à l'époque, la seule émission littéraire de la télévision française, qui s'appelait Lecture pour tous. Et Céline est l'invitée de Pierre Dumayet. Et justement, à la fin de son long entretien avec Pierre Dumayet, où ils abordent tous les sujets, même la guerre et les sujets les plus difficiles pour Céline, pour y répondre, Dumayet lui dit « Mais si vous aviez une phrase à dire sur votre lit de mort, qu'est-ce que vous diriez ?» Et c'est ça, il répond « Moi je dirais les hommes sont lourds. Les hommes sont effroyables, ce sont des marteaux-piqueurs de l'eau. » J'ai confondu Pierre Bouton et Pierre Dumayet, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Alors bien sûr, il y a chez Céline un grossissement de la vision. Mais ce grossissement de la vision avec ses points de suspension, vous savez, qu'est-ce qui est le plus gros dans les objets? C'est les ballons dirigeables. C'est très gros un ballon dirigeable, mais il est gonflé d'air chaud et il s'élève. Voilà. Alors, ce grossissement de la vision célinienne, c'est pas de la lourdeur, c'est quelque chose qui relève parfois du délire, de l'hallucination, de quelque chose d'étrange qui nous fait basculer dans un autre monde. Mais si vous regardez bien comment est l'écriture célinienne, bien sûr, il y a des gros mots parfois, ou des mots apparemment populaires, mais ce qui est lourd, c'est ce qui s'étale, ce qui redit 3 fois les mêmes choses. Il y a une concision chez Céline. L'autre jour, dans un entretien que j'ai donné à la presse, il y a quelques jours, c'est dans le Figaro Magazine, je crois, il me demandait un exemple sur le style célinien. Et je vous en donnais un seul exemple. Au moment de la débâcle de 40, j'avais à écrire un article pour évoquer rapidement les conditions de la fuite des Français à partir de l'arrivée des troupes allemandes à Paris, et puis tout ça. Bon. Et De Gaulle, l'horreur comme lapsus, Céline décrit l'armée française qui bat en retraite vers Bordeaux, vers Perpignan, vers où vous voulez, et il décrit les chars de l'armée française, et il y a 3 mots, pas beaucoup, 3 mots, et tout est dit. Il décrit ces chars qui filent vers le sud, et il y a d'abord 2 mots qui sont shakespeariens dans les allitérations, orageante ferraille, on parle de ce bruit, ce cliquetis métallique effrayant des chars. Et puis il ajoute orageante ferraille à panique. À panique. Donc, d'un seul coup, ce qui est terrifiant, monstrueux, on recule devant ces orageantes ferrailles, tombe dans le grotesque. C'est aussi shakespearien d'ailleurs. Orageante ferraille à panique. C'est des chars de l'armée française. Et il ajoute encore 2 mots pour en rajouter dans l'humour, parce que c'est drôle, c'est aussi drôle. Il dit « Orageante ferraille à panique, charge aux pantoufles ». Ben, ça, c'est un grand écrivain et c'est un grand styliste. Et c'est pas lourd, c'est 3 mots. Allez, rajoutons la charge aux pantoufles et mettons 2 mots de plus. Et on a taillé, on a compris ce qu'il voulait dire. Ça pourrait être la prose du Transsibérien de Plaide-Sandra aussi. Hein. On est aussi dans ce registre-là. Vous avez, je ne sais pas ce que vous avez en commun avec Céline. Si, une chose, donc justement, je parlais de ce livre, Bébert, le chat de Louis-Ferdinand Céline. Bah oui, mais le chat, c'est un bon exemple. C'est les chats, l'amour des chats, votre best-seller absolu, c'est drôle d'ailleurs, enfin c'est drôle, c'est amusant, oui. C'est ce livre, ce gros livre, Dictionnaire amoureux des chats. Voilà, est-ce que cet amour perdure oui, et est-ce que le chat est l'animal littéraire par excellence? Peut-être le chat est l'animal littéraire par excellence. Pour Céline, c'est pas un hasard, parce que Céline avait épousé une danseuse, il avait un chat. Et la danseuse le fascinait, parce que la danseuse, c'est celle qui, par son art, semble échapper à la pesanteur, c'est la légèreté même. Et quant au chat, c'est l'élasticité. Il disait, voilà, Céline disait de son chat Bébert, c'est l'ensorcellement même, le tact en ondes. Alors pourquoi le chat est un animal? Bien sûr, il y a des écrivains qui aiment peut-être des ratons laveurs, des poissons rouges ou des golden retrievers, et c'est très bien. Moi, j'adore tous ces animaux, peut-être encore plus le golden retriever. Mais le chat, c'est quelque chose qui a un double statut, si vous voulez. Le chat, il est près il aime le confort, il est près de l'écrivain, il est là, il se couche même sur ses manuscrits, il l'empêche d'écrire. Et il semble si bien, si à son aise, si intériorisé, que quand il nous regarde, et que nous on est en train de transpirer, à chercher à écrire, et d'un donné, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'écrire? On est si bien dans une sorte d'intensité de la vie, quoi, ça c'est formidable.
Mais en même temps, le chat, c'est la sauvagerie, quoi. Je veux dire, en même temps, c'est le mystère. C'est Vialat qui disait, Vialat a repris une phrase que ce qu'avait cité Victor Hugo, qui était un ami de Victor Hugo qui l'avait dit le premier, en parlant du chat, Dieu l'a fait dans sa grande bonté pour que l'homme puisse caresser le tigre. Et je pense que le chat est à la fois l'animal domestique et en même temps, ça Baudelaire a dit, d'ailleurs sublime, donc on va pas revenir là-dessus, mais le chat en même temps, c'est un dilatateur d'imaginaire incroyable pour l'écrivain. Il vous donne là une sorte de secret, de mystère et d'étrangeté absolue. Et ce double statut du chat, je crois, a de siècle en siècle à fasciner les écrivains. Quand avez-vous su que vous seriez écrivain, justement? Je ne le sais toujours pas. Non, mais je veux dire que je ne le sais toujours pas, c'est idiot, c'est une boutade, pardonnez-moi, il ne faut jamais se méfier. Mais longtemps, je me suis considéré, oui, j'en reprends presque le titre de mon livre, comme un jeune écrivain. C'est-à-dire, je me disais, bon, d'accord, je suis un jeune écrivain, c'est peut-être pas parfait, j'ai fait le mieux possible, sinon je n'aurais pas laissé publier, mais un jour, j'écrirai un bon livre. Voilà. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'au regard des autres, je n'étais plus un jeune écrivain. Ça m'a fichu un coup au moral, j'ai dit, oui, mais le bon livre, où il est? Et au fond, chaque fois que j'ai fini un livre, j'ai envie d'en écrire un autre. Vous voyez, c'est la course au livre qui vous satisfera totalement. Donc voilà, non, plus jeune, je n'ai jamais pensé que je serais écrivain. J'avais pensé à un moment donné faire du cinéma, et puis je me suis rendu compte assez vite que je n'avais pas les qualités requises de tranquillité, d'esprit d'équipe, de force d'initiative, de résister à toutes les trames pour pouvoir gérer une équipe de tournage sur un film. Je n'avais pas ce don-là. Bon, alors j'ai laissé tomber. Vous avez fait l'IDEC J'avais préparé l'IDEC. Ouais, l'IDEC qui était intellectuel féministe. Oui, j'ai travaillé, j'étais assistant metteur en scène sur plusieurs films. Voilà. J'ai même écrit des scénarios et des dialogues pour la télévision, pour des adaptations de Sans famille. Et vous êtes un grand cinéphile. Et je peux dire que ma culture, vraiment, j'ai lu beaucoup dans le désordre le plus absolu depuis. Ça, c'était une chance que j'ai eue très jeune, de lire beaucoup. Mais je lisais tout, hein. Je lisais aussi bien des OSS 117, qui étaient les SAS de l'époque, que l'Iliade et l'Odyssée, que je lisais comme un roman d'aventure. Donc j'ai lu dans un désordre absolu, puis des livres qui étaient aussi les livres qu'il y avait dans la bibliothèque familiale, des livres de mon grand-père, de romanciers totalement oubliés de la fin du 19e siècle ou du début du 20e, dont personne ne connaît plus les noms. René Boilev, Édouard Estonnier, qui lit ça? Personne aujourd'hui. Alors, tiens, Rémy de Gourmont un peu plus, peut-être, ou Marcel Schwab, mais guère plus. Et puis, oui, ça s'est venu comme ça, voilà, je ne sais pas. C'est le premier livre que j'ai écrit, je ne parle pas de ma thèse de doctorat, hein, qu'un ami avait emmené sur Céline, qu'un ami avait amené chez Gallimard, et qui m'avait dit, on le publie dans la collection Les Essais. Je dis, pas possible, la collection Les Essais, c'est une plaisanterie. C'est la collection où paraît Sioran, Sartre, Merleau-Ponty, Kierkegaard. Qu'est-ce que je faisais dans cette collection? Ils ont bu ou quoi? Je l'avais remanié un peu pour la dégraisser de son jargon universitaire, mais quand même. Et puis j'avais écrit un autre livre, mais qui était un jeu. C'était Nicole, avec qui je vivais, on était mariés, avait recueilli dans sa librairie une collection de cartes postales. Bon, des vieilles cartes postales qui étaient toutes envoyées à peu près à la même destinatrice, qui était une jeune fille. Et je me suis dit, c'est amusant, ça, ces cartes postales qui s'échelonnaient entre 1908 et 1918, à peu près, sur 10 ans. Et je me suis dit, mais si je racontais une histoire à partir de ces cartes postales, parfois c'était très laconique, le bébé vient de naître, il pèse 3 kilos, terminé, Lucienne. Bon, voilà. Alors je me suis amusé à prendre ces cartes postales, c'était un jeu littéraire, hein, à prendre ces cartes postales, les étaler sur la table comme une réussite, et regarder tous les décors, et dire si je passais de ce décor-là à ce décor-là. Et puis en les retournant, d'essayer de m'inspirer vaguement, de réinventer des personnages. C'était un jeu totalement littéraire, et que cette fameuse amie a envoyé chez Gallimard 2 mois après ma thèse, et on m'a dit, elle paraît dans la collection blanche de Gallimard. J'ai dit, pas possible, la collection blanche, c'est Céline, c'est Camus, c'est toute la grande littérature, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et j'étais sur un nuage d'irresponsabilité heureuse. En plus, Raymond Queneau bloque sa voix sur mon livre au Goncourt à tous les tours. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe là?
Et après, je me suis rendu compte que les difficultés commençaient à ce moment-là. Écrire un premier livre, c'est facile, en écrire un second, c'est beaucoup plus difficile. Et un troisième, encore plus. Parce que plus on écrit, plus on devient exigeant. Et le drame d'un écrivain qui vieillit, peut-être je le ressens, c'est de sentir que ses exigences augmentent de livre en livre et que son talent ou ses moyens ne suivent pas. Là, c'est terrible. Oui, mais ça, c'est au lecteur de le dire, et permettez-moi d'en douter. Une petite question quand même, parce que c'est une chose qu'on n'a pas évoquée, qui a été importante pour vous, notamment parce que vous êtes un grand lecteur, vous venez de le dire, et un grand cinéphile. La place dans ce trajectoire d'auteur du journalisme, et plus précisément de la critique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pratiqué longtemps? Est-ce que vous le faisiez de manière... pour nourrir votre famille, ou avec un plaisir certain? Pourquoi ne le faites-vous plus, etc. Alors, les deux hypothèses sont justes. Il est très très difficile de vivre de sa plume. Très difficile. On peut dire qu'à partir de la fin des années 80, ça a été à peu près possible, à condition de ne pas espérer, mis bout à bout tous les livres, beaucoup plus que le SMIC. Mais c'était à peu près possible. Donc, l'activité de journalisme a été en effet une activité rémunératrice qui me laissait du temps pour écrire. En même temps, je ne la regrette pas. Critique de cinéma, je vous ai dit que j'avais une passion. Pour moi, ma culture, elle doit autant au cinéma qu'à la littérature. Vraiment, j'ai été un fou pendant des années. J'allais voir 2-3 films par jour pendant toutes mes années de formation d'adolescent, d'étudiant, à la cinémathèque, tous les grands classiques du cinéma. J'ai été vraiment formé par une culture cinématographique et qui peut-être dans certains de mes romans m'a marqué. Toujours de dire quand j'écris une scène, de quel point de vue je la regarde, comment on fait, etc. Et puis, donc ça m'a passionné, la littérature et le cinéma, et j'ai été critique de cinéma pendant longtemps, parfois avec lassitude, parfois avec enthousiasme. Les deux, mais c'était après tout, je me disais, quand j'étais jeune, je dépensais mon argent de poche pour aller au cinéma, même si la cinémathèque c'était pas très cher à Paris. Et c'est quand même formidable d'aller au cinéma et d'être payé pour aller au cinéma, c'est quand même génial. Donc j'étais plutôt content. La littérature, c'est un peu différent. J'étais critique littéraire, mais assez vite, j'étais contrarié d'être à la fois le juge et partie de ce monde littéraire dans lequel j'étais partie prenante. Ce qui fait que très vite, aux journaux qui m'ont employé, le plus clair de mon temps, c'était le Nouvel Observateur, où j'ai travaillé pendant des décennies. Je leur ai dit, écoutez, la critique littéraire, je ne ferai que de la littérature étrangère. Je ne veux pas critiquer les livres français. Parce que, ou bien souvent les critiques littéraires, les romanciers sont parfois critiques littéraires, je ne veux surtout pas tomber dans le défaut de la flagornerie utilitaire. Soit, si j'aime pas un livre, avoir à démolir le livre d'un collègue. Et puis il y a plus, il y a le fait que souvent ce sont des gens qui sont des imaginaires qui peuvent être plus ou moins proches du mien, en tout cas par le paysage qui est le même pour nous. Vous voyez, je pense à une phrase de Jules Renard qui était un esprit très amer, très persifleur, et qui disait « Je ne lis rien de peur de trouver des choses bien ». Vous voyez, bon, c'est un peu excessif, mais en revanche, lire des romans étrangers, pour moi, ça avait un double avantage. D'abord, c'était des imaginaires lointains qui ne me perturbaient pas dans ce que j'écrivais. C'était voilà, les grands écrivains d'Amérique du Sud, d'Amérique, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, c'était parfait, ou du Japon, que sais-je. J'avais plaisir à découvrir des auteurs de qualité qui étaient loin de moi, que je ne verrais pour la plupart jamais, et je me sentais vraiment libre de toute influence pour m'enrichir d'un imaginaire qui n'était pas le mien. Puis il y a une autre petite raison, c'est que la France a la chance inouïe, quand on regarde par rapport aux pays étrangers, à l'Amérique évidemment, mais d'autres pays, de traduire beaucoup de livres étrangers. Et même si elle traduit beaucoup de livres étrangers, la France, en principe, traduit le meilleur de la production d'Amérique, d'Angleterre, d'Espagne, etc. Donc, la qualité moyenne des livres étrangers est quand même meilleure que le tout venant du roman français.
chaque année paraît 500 romans français à la rentrée littéraire de fin août-septembre. Je ne dirais pas que les 500 livres sont indispensables. Il y en a des très bons, et c'est vraiment un plaisir de rechercher des bons livres, mais tant de livres qui vous paraissent inutiles et qui vous tombent des mains. En revanche, les livres étrangers sont quand même meilleurs. Donc ça a été pour moi, je crois, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup de m'enrichir de toutes ces cultures. Je vous remercie Frédéric Vitou et je cède la parole à la salle. Y a-t-il des questions, des remarques? Madame la directrice, Evelyne Guiraud. Bonsoir. J'ai deux questions. Une j'aurais été très intéressée de parler de l'Académie française et comment se déroulent les séances à l'Académie. Bon, nous n'avons plus beaucoup de temps, donc je vais prendre une question qui sera beaucoup plus anecdotique. Je crois savoir que Fabrice Lucchini postule pour siéger à l'Académie. Qu'en est-il? Soutenez-vous sa candidature? Et enfin, moi j'adore quand on termine des conversations par un petit morceau de lecture, donc je serais ravie que vous le fassiez aussi. Alors, la question que vous me posez, je n'ai pas compris tous les mots, mais en gros, vous m'interrogez sur la candidature de Fabrice Lucchini à l'Académie française. Il n'a jamais été candidat à l'Académie française. En effet, il a fait savoir que ça l'intéressait. Moi, je tout de suite pas un aveu, c'est un ami, Fabrice Lucchini. Il est venu dîner à la maison il y a 3 semaines. J'ai évoqué cette question avec lui. Et je lui ai dit, n'y va pas si les choses se présentent mal. Bon, tout le monde a des échecs. Hein. Victor Hugo a été battu 4 fois avant d'être élu, il ne faut pas l'oublier. Donc ce n'est pas une humiliation d'être battu. Quand on est un acteur de cinéma hyper médiatisé, l'échec sera hyper médiatisé aussi. Donc je comprends qu'il hésite. Alors, parmi mes confrères, et je ne dirais pas qui est pour lui-même ce que je pense moi, la question n'est pas là, je n'ai pas de confidence de ce type à vous faire. On peut dire, qu'est-ce que ferait Lucchini à l'Académie française? Il a écrit un livre de souvenirs, mais enfin il n'a pratiquement rien écrit, c'est un comédien de grand talent. Donc, pourquoi Lucchini? Bon, c'est d'accord, il est doué, il est brillant, il est insolent, il est drôle, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il ferait à l'Académie? Il n'y a aucune raison, et donc sa place n'est pas à l'Académie. Et je pense qu'il y a beaucoup de mes confrères qui pensent à peu près ce que je vous dis. Puis d'autres disent, d'accord, c'est pas un écrivain, mais depuis plus de 10 ans, c'est un passeur formidable de la littérature. C'est pas seulement de Céline, mais de La Fontaine, de tout ce que vous voulez. Et que l'Académie française, contrairement à une idée reçue, n'est pas seulement une académie d'écrivains. Les écrivains sont à peu près la moitié de l'Académie. Il y a des gens qui viennent de tous les horizons du savoir. Il y a des hommes politiques, il y a des hommes d'église, il y a des diplomates, il y a des médecins, il y a des militaires, il y a des avocats. Il y a tous ces gens venant d'horizons différents qui, avec leurs connaissances, leur culture, contribuent aussi d'ailleurs à enrichir la langue française. Donc, quelqu'un qui viendrait du monde du spectacle, mais qui a par ailleurs été un passeur formidable, mais formidable, quoi qu'on pense de lui, on ne peut pas lui méconnaître le fait qu'il fait des sales cons quand il lit du La Fontaine à des gens, et c'est déjà formidable. Voilà. Donc, il y a cette indécision de mes confrères, et par voie de conséquence, une indécision de l'intéresser. Mais, encore une fois, il ne s'est jamais présenté à l'Académie. Hein. Pour se présenter, il faut faire un acte de candidature. Comme tout ce qu'il dit, c'est répété, évidemment, parce qu'il est très, très médiatique, il avait fait savoir que l'Académie l'intéressait. Mais on en est là. Et je ne sais pas du tout quelle sera sa réponse. Et moi-même, en ce moment, je m'informe auprès de mes confrères pour savoir quelle serait la tendance pour, si je le voulais, l'encourager, ou au contraire lui dire « Fabrice, n'y va pas ». Voilà. J'espère avoir répondu le plus clairement à votre question. Les deux questions étaient regroupées en une seule. D'autres questions? Moi, je voudrais faire un erratum, parce que je suis un peu inquiet. Vous dites que finalement vous écrivez pour écrire le meilleur livre possible et que c'est cette impossibilité qui vous pousse à continuer à écrire. Donc j'ai dit tout bien que je pensais de votre dernier livre. En fait, j'ai été malhonnête. Ce livre est totalement raté.
n'a aucun intérêt, ce qui devrait nous permettre d'en lire un autre très rapidement. Voilà. Merci Frédéric Vitou, ça s'appelle Longtemps j'ai donné raison à Ginger Rogers. Je ne sais pas si vous avez bien fait ou pas, la question se pose. Je rappelle quelques titres de livres. Ce merveilleux petit livre, il me semble désormais que Roger est en Italie, Bébert, le chat de Louis-Ferdinand Céline, merveilleux roman, plein de cette bienveillance, et c'est un mot qui est trop mal coté, je trouve, en littérature au monde. L'ami de mon père, votre dictionnaire amoureux des chats, etc. etc. Ça m'amuse un peu parce que vous venez de citer tout à l'heure quelqu'un qui sera notre prochain invité, et je compte fermement sur vous, non seulement sur votre présence, mais pour vous faire les chargés de communication de cette rencontre qui aura lieu le mercredi 4 mars prochain, donc ça va venir très vite. Et c'est quelqu'un qui a eu des problèmes avec son père aussi, vous l'avez dit, qui publie dans la même maison d'édition que vous. C'est une des grandes voix intellectuelles de la France de ces 40 dernières années, romancier, philosophe, essayiste, parfois un peu pamphlétaire, en tout cas toujours passionnant, je trouve. Nous aurons le plaisir de recevoir le 4 mars prochain à 19h Monsieur Pascal Bruckner. Voilà. De l'Académie Goncourt. Comment? De l'Académie Goncourt. Alors, et qui de plus ne reculant devant aucun sacrifice pour faire parler de lui avant sa médaille en Jalles, s'est fait élire hier, lui aussi académicien, mais de la maison d'en face. Et je regrette qu'il ne soit pas de l'Académie française. Et de la maison d'en face, l'Académie Goncourt. Voilà, merci infiniment, mesdames et messieurs, de votre fidélité et de votre écoute. Et merci encore, avant tout, à Frédéric Vitou.